juste avant de se diriger vers la CCI du coup pour l'exposition 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés de Jakarta avec Xavier Dorisson et Timothée Montaigne. Et après cette exposition, on terminera cette première journée de live avec l'exposition Lou avec Julien et Carole Neal qui vont nous montrer un petit peu cette exposition fantastique. Mais avant toute chose, je vais vous montrer, il y a des auteurs qui dessinent. Vous allez voir tous les coulisses de ce festival de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà, ça va être trop bien. Je suis trop ravie. J'espère que vous passez un bon moment sur les lives. Vraiment, moi, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Angoulême, ça fait partie de mes lives préférés à l'année. Vraiment, je trouve que c'est une chance inouïe de vous faire vivre ce festival incroyable. Je me rhabille, hein, je suis désolée. Je trouve que c'est une chance inouïe de vous faire de vous faire vivre, ce festival incroyable. Hop, je vais prendre mes petites affaires. J'espère que vous passez un bon moment. C'est trop cool de vous faire voir toutes ces coulisses. Et regardez, hop. Est-ce qu'on passe par là ? Ok, trop bien. Allez, super. Donc en fait, l'année dernière, on était ici justement pour les lives. Et là, cette fois-ci, on a eu un petit espace rien qu'à nous pour éviter de déranger les auteurs qui se reposent tous dans cette pièce justement. Et regardez comment ça se passe. Hop. Donc en fait, les dédicaces sont juste ici. Et donc en fait, il y a tous les auteurs qui attendent de dédicacer leurs livres. Et il y en a certains que vous allez reconnaître parce qu'il y a notamment les auteurs de la bande dessinée sur le rapport du GIEC. Ça, c'est fantastique. Regardez toutes ces personnes qui attendent aussi de se faire dédicacer leur œuvre. Je suis trop contente de vous montrer ces belles images. Et donc ça, c'est Zanzim. On va le recevoir pour Grand Petit Homme, justement, en pleine dédicace, avec des files d'attente. Comme on vous l'a dit, il y a même des gens qui s'installent avec des espèces de petites chaises de camping. C'est fascinant. Et regardez, hein, on la connaît bien, Cyrielle. Bien sûr, pour Anna et l'Entremonde, qui enchaîne les dédicaces. Ah ben justement, tiens donc, une Ratus qui est avec nous justement. C'est vrai, t'as ton pull Ratus? Oh là là, ouais, il fait chaud. J'ai même pas tout orchestré, je te jure. C'est incroyable. Ouais, vraiment quelqu'un qui suit les lives du coup et qui vient faire dédicacer sa petite bande dessinée. Ça va, Cyrielle? Ça va très bien. Et toi, comment ça va? Bah moi, ça va nickel. Bah, je pense qu'ils vont bien, je pense qu'ils sont trop contents. Là, je les ai pas avec moi parce qu'on est un peu en mode voilà. Mais je pense qu'ils sont juste trop contents en fait de vivre les coulisses du festival. Ça fait trop plaisir. C'est vrai? Donc en gros, tu viens un peu grâce au live au final. Ah ouais, donc Lisa en fait nous dit qu'elle vient grâce au live, qu'elle serait jamais venue si elle n'avait pas suivi les lives dans un premier temps. 3 de tes Ratus sont venus en me disant « Je ne me suis remis à la bande dessinée à la suite de tes lives. » Tout le monde est en train de spammer les cœurs pour si. Mais même moi, je lui ai dit qu'elle avait des lunettes incroyables, s'il te plaît, en fait. Mais oui, c'est vraiment grâce. Ils m'ont dit, il y en a 3 qui m'ont dit que c'était à la suite de tes lives qui se sont mis à se réintéresser à la bande dessinée et tout. Mais c'est fait exprès, hein. Franchement, comme je vous l'ai dit et comme je le dis à chaque fois, les lives autour de la bande dessinée, c'est loin d'être des lives de méga nerds où on va parler de « alors oui, en fait, à la case numéro 5, c'est ce qu'on a essayé ». Pas du tout. On essaye vraiment d'élargir le sujet. Aussi, c'est un moyen d'aborder des sujets de société et de parler d'art, bien sûr, mais c'est avant tout une discussion et une discussion qui est trop intéressante, quoi. Merci, mais t'es trop chou. Merci beaucoup, Cyrielle. Nous, on se voit samedi ou dimanche, je me rappelle plus. Samedi après-midi avec Cyrielle, bien sûr, et Elodie Chanta, bonne dédicace, je vous ralentis pas plus. Ici, bien sûr, vous les connaissez, Iris Amatadian et Xavier Henrion, qui sont également en dédicace pour Horizon Climatique. Voilà, les rencontres avec les 9 scientifiques du GIEC. Vous allez bien ? Ça va super, et toi? Oui, ça va trop bien, merci beaucoup. Incroyable, on les avait déjà reçus en émission, n'hésitez pas à aller voir le replay. Horizon Climatique, rencontre avec les scientifiques du GIEC. En plus, c'était trop intéressant comme live, je vous ralentis pas plus. Non, ça va très bien, merci.
Oui, trop bien. Et ben, bon festival à vous. Donc voilà, plein d'auteurs et d'autrices. Certains qu'on reçoit en live. Karine, qui était avec nous tout à l'heure, trop cool, qui fait ses petites bandes dédicaces pour sa bande dessinée Brume, que je vous conseille 1000 fois de lire. Trop bien. Bah écoutez, voilà les coulisses, voilà comment ça se passe, les dédicaces. Et en fait, les auteurs et autrices, juste au-dessus, ils ont des fiches avec la couverture de leur bande dessinée. Et c'est là que voilà, tu te renseignes sur les horaires, tu viens au moment opportun, tu fais la queue, et puis tu as ta belle dédicace en sortant. Donc bon, voilà, n'hésitez pas, bien sûr. Brume, c'est génial. Ah oui, vraiment. Bah, les dédicaces, ça fait partie à part entière du festival. Hein. Regardez, c'est Sibylline justement. Ça doit être aussi hyper satisfaisant hein, de voir des réalisations comme ça en live. Trop bien. Si, je pense que les files d'attente, c'est un petit peu long parce que notamment, il y a quand même tout le travail autour du dessin et puis c'est aussi un petit échange hein, avec les auteurs et les autrices. Hein. Donc je pense qu'en effet, c'est un petit peu long. Pour certains gros succès, j'imagine que ça doit être encore un petit peu plus long. Est-ce que ça ne serait pas le moment de se diriger vers l'exposition? Vous validez? Ok, trop bien. Eh ben, écoutez, là, on est, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début du live, on est sur le stand Glénat, stand sur lequel vous pouvez vous procurer plein de bandes dessinées, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, rencontrer les auteurs et autrices en dédicace. C'est un grand stand immense avec des... Regardez-moi ça, comme c'est grand. Ouais, très impressionnant. Hier, pour Julien Nix, ça a été rapide. Bon, voilà, hein. Je sais pas, j'imagine que en fonction de la file, ça doit être, ça doit aller de une demi-heure à... parfois, quand il n'y a personne, tu passes instantanément, hein, ça c'est sûr. Hein, mais ils sont en train de balayer tout le courant pour que je puisse passer. Je suis morte de rire. Genre vraiment, il y a Maï de Glénat qui avance en faisant des grands bras en mode aviateur. Et genre, il y a Hicham qui est juste derrière, qui tient la caméra. Et il tient Maï aussi. Et Maï, elle avance comme ça. Genre l'albatros, quoi. Elle est en train de balayer tout le courant pour nous. Et il y a des gens qui sont contents de passer à la télé, bien évidemment. Mais regardez-la, elle est trop drôle. J'en peux plus, elle vole, elle déploie ses ailes. Oui, bien sûr, parce que du coup, tous ces lives à Angoulême, ils se font pas comme ça. On a une sacrée prod avec nous. Hein. On a tous ceux qui sont en régie à Webedia, à Levallois-Perret, qui me parlent dans l'oreillette. On a Maï et Marie de Glénat qui travaillent avec nous pour ces lives. Hicham et Tim, hein, qui étaient avec nous la première année et qui nous accompagnent encore cette année. Je suis super contente. Et bien sûr, Ascali, Clara, qui supervise un petit peu le tout et écrit les interviews avec moi. C'est vraiment une opportunité de dingue pour vous présenter tous ces lives. J'espère que vous passez un bon moment. En tout cas, pour moi, c'est une chance incroyable de vous partager les coulisses d'Angoulême. Et je vais remettre ma doudoune. Merci. Ah voilà. Hop. Bonjour. Attendez, j'en peux plus. C'est bon, j'ai mis mon manteau sans perdre mon oreillette. Attendez, j'arrive tout de suite. Je vais garder le chat avec moi. Et là, petite balade dans les rues d'Angoulême. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait très beau. Seulement quelques petits nuages, mais un grand ciel bleu et il est loin de faire frais. Hein. Si vous voulez un point météo, il fait 8 degrés, mais vraiment il fait hyper doux. Pour l'instant, il n'a pas trop plu, mais alors, enfin il n'a pas plu. Mais je croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas. Et donc là, c'est ce centre-ville qui est très charmant de la ville d'Angoulême et dans lequel c'est sympathique de se balader avec des très belles bâtisses. Et justement, je vais vous faire mon petit tour habituel parce qu'on va passer devant quelques zones. Je vais reprendre quand même mes petites notes parce qu'on vous a fait des petites notes pour vous faire visiter les coulisses de la ville. Et puis je vous vois aussi, hein, bien sûr, dans le chat. Ah vraiment, on a invoqué le bon temps. Hein. Moi, à chaque fois, je me dis, j'espère qu'il fera bon. J'espère au moins qu'il fera doux, en fait. C'est pas tant le froid, c'est surtout la météo. Mais là, en tout cas, c'est très agréable de se balader. En plus, on est vendredi, c'est pas le jour avec le plus d'affluence non plus.
Et donc regardez, on est tout à fait sur la rue René Goscinny, bien sûr, co-créateur d'Astérix, bonjour la caméra, et bien sûr scénariste de bande dessinée. Voilà, et ici, en fait la ville, elle est totalement rythmée par la bande dessinée. C'est assez fascinant de le constater, tant que... Vous voyez, genre à Paris, il y a les plaques avec les numéros d'arrondissement. Bah, à Angoulême, en fait, c'est des plaques avec des bulles de bande dessinée, donc avec le nom des grands auteurs, hein, pas que, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça, c'est une artère principale d'Angoulême. Et on voit bien à quel point c'est ancré la bande dessinée. Regardez là-bas, cette fresque murale. On a le temps, on peut aller la voir, la fresque murale. Elle est juste là. Elle n'est pas trop sur notre route, mais en vrai, je ne l'ai jamais vue celle-ci en plus. C'est le soleil qui pointe le bout de son nez, ça fait trop plaisir. Il n'y a pas un tag ZEP à Angoulême? Si, il y en a un. Alors là, on ne va pas passer devant, mais si, complètement. Il y a toujours les enceintes avec la musique dans la rue. J'ai très hâte du coin fête, hein. Je vais vous le montrer. J'espère qu'on pourra l'entendre. Je ne sais pas de qui est cette fresque. Regardez, on la voit bien. Trop cool. Ça me fait penser à toute l'exposition sur la science-fiction que vous pouvez d'ores et déjà visiter aujourd'hui au Festival d'Angoulême. Petite balade touristique, bien évidemment. Donc c'est vrai qu'on pourrait croire que tout ça c'est fait pour le festival, mais en fait ça reste vraiment tout au long de l'année, hein. Et même d'ailleurs si vous êtes angoumoisin, angoumoisine ou que vous habitez pas très loin, je pense au Bordelais par exemple, au Bordelaise, en fait les expositions, elles sont pour la plupart ouvertes bien avant l'ouverture du festival. Donc ça vaut le coup de, si vous avez un peu envie de visiter les expositions au calme, c'est très sympa hein, l'ambiance du festival, mais si vous avez envie d'être un peu plus au calme, n'hésitez pas à venir en amont. Genre vraiment, l'exposition Lou, ça fait des mois qu'elle est là. Quand on avait fait le live à la Webtoon Academy, justement, l'exposition, elle était déjà disponible. C'est ça, il y a vraiment des expositions tout au long de l'année. Vous êtes très au courant aussi dans le chat. Non, je ne sais pas s'il existe des festivals. Bah, si, j'imagine que Glénat participe à des festivals en Belgique. Hein. C'est quand même un des pays aussi qui est un vivier de la bande dessinée. Hein. Exactement, le gentillet, c'est angoumoisin. Ouais. C'est un peu rigolo. Hein. Ah oui, vraiment, je vous le souhaite de pouvoir venir un jour. Mais en attendant, on vous fait vivre tous ces lives de l'intérieur. Et regardez comme il fait beau. Et comme c'est charmant. Ouais, on est à Angoulême. Calmez-vous. Calmez-vous la bouteille d'eau. Regardez-moi ça. Là, on va passer devant la bulle SNCF. J'en peux plus des interactions de live IRL, ça me fume de rire à chaque fois. Donc là, on passe devant le studio SNCF Voyageurs. En fait, la SNCF, c'est pas une sponsor déguisée, hein, mais c'est vraiment un partenaire du Festival international de la BD à titre informatif depuis 19 ans. Et chaque année, il y a le Fauve Polar SNCF qui est décerné comme prix. Et en fait, c'est un prix, comme en témoigne ce magnifique petit inspecteur dessiné par Lewis Trondheim. En fait, ce prix, il va récompenser la meilleure BD polar de l'année. Et cette année, en sélection, on a... Magnifique habit. Et cette année, en sélection, on a justement chez Glénat À mourir entre les bras de ma nourrice. Et on espère qu'ils vont remporter ce Fauve Polar. En tout cas, le simple fait d'être en sélection, moi, je trouve que c'est déjà un peu un honneur, j'imagine. Et en plus de ça, rythmé par cette petite guitare, j'espère que vous l'entendez. C'est incroyable. En fait, il y a une programmation qui est spécifique dans la bulle SNCF avec des ateliers, des rencontres. Et en fait, tout ça, c'est animé par mon amie et streameuse K.O. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entrepercevoir parce que là, ils ont enlevé le fait qu'on puisse voir à travers les vitres. C'est un peu dommage. Mais juste ici, normalement... Et non, je la vois pas. Je me demande où elle est, mais ça aurait été cool qu'elle fasse un petit coucou au live, mais pas de chaos à l'horizon.
En tout cas, c'est ici que ça se passe pour le prix Fauve Polar SNCF. Et donc, toute cette programmation faite notamment par KO, animée par KO, en fait, c'est pas en live, mais c'est sur place, quoi. Et il est en train de chanter la Macarena. Ouais! Et Macarena. J'adore. Regardez cette église, en fait, en gros, il y a en parallèle le festival de la bande dessinée chrétienne. Et en fait, il se passe dans l'église. L'église, elle est vraiment très jolie. Et par exemple, l'année passée, il y avait eu Adam et Ève de Glénat qui était en sélection, il me semble, et qui était aussi présent au festival de la bande dessinée chrétienne. C'est le fameux spot de Chaud les marrons chauds, qui est un clip emblématique de la chaîne. En plus de ça, les marrons, c'est trop bon, hein. Moi, j'en veux. Hein. Avec Adam et Ève en exclu, au jury, bien évidemment. Regardez, là aussi, c'est joli. Il y a des dessins sur les volets. Je kiffe, c'est trop beau. Moi, je l'aime bien. La dernière fois, sur le live, je sais plus, il y en avait qui disaient « Ouais, Angoulême, c'est un peu... » Mais je trouve que, en tout cas, bon, c'est sûr qu'en période de festival, moi, je trouve ça agréable de s'y balader quand même. Puis c'est des jolies bâtisses, un peu couleur crème et tout. Ma vie pour des marrons chauds, vraiment. En plus, ça réchauffe les mains d'avoir des marrons, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et en fait, c'est sûr que la ville d'Angoulême, elle est vraiment rythmée par le festival. Et les commerces, les restaurants, etc., ils font des grosses saisons avec le festival de la bande dessinée. Oui, les gens disaient que c'était un peu sale, mais bon, je trouve que ça n'a pas plus sale qu'une autre ville française. Enfin, en tout cas, je me suis pas trop fait la réflexion. C'est mon cousin qui vend les marrons sur la place. C'est vrai ? Oh là là, mais le monde est tellement petit. Mais oui, et pendant le festival, forcément, c'est très vivant, quoi. Regardez, Gaston Lagaffe là-haut, et Prunelle de Franquin. Et voilà, et comme je vous l'ai dit, ça, c'est vraiment la preuve de l'ancrage de la bande dessinée dans la ville d'Angoulême. Évidemment, je pense que l'économie de la ville est à 100% dépendante de ce festival. Ah là, je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Le Baron Noir, c'est ça ? Tout là-haut ? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ça, pareil, c'est des trucs qui restent toute l'année, quoi. Et là, on approche du pavillon Espagne. En fait, chaque année, le Festival international de la bande dessinée met en avant un pays, sa culture et ses auteurs, autrices qui viennent de ce fameux pays. Et en fait, l'année dernière, c'était le Canada. On était passé devant aussi. Mais cette année, c'est tout à fait l'Espagne. Donc, c'est vraiment la BD espagnole qui est mise en avant. Voilà. Donc, ils célèbrent l'effervescence créative de la bande dessinée espagnole. Petite annonce SNCF. Cher Angoumoisin. Un cadavre exquis avec Cyprien. Oui. Bon, alors, être streamer, influenceur et créateur de contenu, c'est aussi... ça nous amène à des situations qui nous échappent un petit peu. Genre celle-ci. Tu te sens comment, Ascali ? Tu te trouves dévouée ? Tu trouves que tu es assez payée ? Ouais ? Non, ok. Je comprends, ouais. Quelle indignité. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, en live, des beaux mots. Mais elle décale même ma jupe, quoi. J'hallucine, en fait. Tu vois, mais au final, c'est ça, les coulisses. Merci. Elle me regarde depuis tout à l'heure. Je pense qu'elle sait que j'ai les lacets défaits. Du coup, elle est un peu en mode meuf, je vais te faire tes lacets, je crois. Genre... Elle aura le droit de justice pour Ascali. Voilà, c'est quelqu'un de dévoué à son patron, hein. Franchement, vous devriez vous en inspirer, hein.
Ah, mais j'adore cette façade aussi, là. À chaque fois qu'on passe devant, je la kiffe. C'est une espèce de mosaïque, là, de la droguerie universelle. Ascali, si tu es en danger, fais un double nœud. Je répète, Ascali, si tu es en danger, fais un double nœud. Ah, elle a fait un double nœud. Donc là, ça grappe un petit peu. Juste là-bas, il y a le fameux Mercure Hotel, qui est vraiment pareil, un point névralgique du festival. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui se rencontrent, des dîners qui ont lieu là-bas. Il y a aussi les halles. Elle ne se laisse pas faire, Ascali, elle ne se laisse pas faire. Elle aime bien, elle est dévouée à son métier. Alors ça aussi, c'est très caractéristique du festival d'Angoulême. Et à chaque fois, le coin fête. Donc il y a des haut-parleurs. Ah, trop bien! Il y a une dame qui dessine sur la vitrine, on va aller voir quand on laissera passer cette classe de 45 élèves en manque d'exposition de bande dessinée. Voilà, on va pouvoir passer. Venez voir, regardez, c'est trop beau. Elle était sur l'escabeau, mais il y a 2 secondes. Elle était sur l'escabeau il y a 2 secondes. Mais Prague, Barcelone, Angoulême. Et elle était en train de dessiner justement en direct et puis on vient d'arriver et on l'a fait fuir. Mais c'est très sympathique. Ah, bonjour monsieur. Toujours des... qui passent à la télé, bien évidemment. Et nous avançons ensemble. On a des caméos de la population angoumoisine. JPP. Alors bonjour d'abord. Oh là, mais bonjour d'abord. On continue à avancer. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est pourquoi. Et là, on s'avance donc vers la CCI, qui est autre que la Chambre de commerce et d'industrie, qui accueille chaque année des expositions à Angoulême, bien évidemment. Et l'année dernière, on avait l'exposition Requiem, Chevalier Vampire. C'était Jacques Sparrow. Le fameux Jacques Sparrow. La célébrité locale. Mais c'est ça aussi le festival d'Angoulême. Des jumpscares, une pièce de 1 € qui est tombée par terre. Je la vois direct. Ça, c'est sa prime. Pour m'avoir fait mélasser, elle a ramassé 1 € par terre. Mais genre, j'en peux plus. Tu sais que Glénat va plus vouloir travailler avec nous parce qu'on leur fait honte, en fait. Elle a ramassé la pièce, je suis morte. Ça sera ta prime, Ascali. J'espère que tu es contente de ma générosité sans faille, j'en peux plus. Bravo, merci pour les 1 €. Merci beaucoup la team des 1 €. Pas de petites économies, bien évidemment. Alors là, il me semble que c'est la mairie. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'hôtel de ville. Et du coup, devant l'hôtel de ville, il y a toujours les planches de bande dessinée qui sont en lien avec le pays qui est mis en avant. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, ça va être de la bande dessinée espagnole. Ça va tant parler des origines de la BD que des titres récents qui sont mis en avant. Sa prime qui vient même pas de mes propres poches, quoi. J'en peux plus. Donc ça, c'est vraiment les origines de la BD espagnole. Là, l'hôtel de ville, il est magnifique. En fait, je crois que c'est une ancienne église. Il me semble que c'est ce que... C'est vraiment la grosse fête à Angoulême. Beaucoup de musique. Ah, mais de pif au pif, vers le marché franco-belge. Bon, ça, on les connaît, c'est emblématique, Black Sad. Et oui, il me semble donc que du coup l'hôtel de ville... Attendez, je vais regarder un petit peu, on va regarder ça ensemble. La mairie d'Angoulême. Parce que c'est un sacré immeuble. Monte-le, regarde comme c'est beau.
Mais oui! J'adore. Je suis ultra fan, je pose pour la photo. Ils ont fait installer tout un panneau Angoulême pour faire des selfies instagrammables qui me confortent dans ma position d'influenceuse. Grâce à ça, je garde mes repères. Mais en fait, c'est vraiment une église et une mairie qui datent donc du 19e siècle. Là, on est vraiment dans la ville haute. Ils viennent embarquer Clara parce qu'elle a ramassé la pièce de 1 euro. Vous faites pas trop de soucis. Clara, vite, sauve-toi. Sauve-toi, ils arrivent. C'est vraiment des actions très intenses, en direct, bien sûr. Donc voilà, c'était vraiment oui, c'est très intense. C'est vraiment... Waouh, c'est une scène de film. Il est sorti en trombe, il a enlevé une barrière et tout. C'était très intense. Donc oui, je disais que ça a été stylisé par un architecte. Je suis en train de... Bien sûr, je savais tout ça. Je ne suis pas du tout en train d'avoir la page Wikipédia sous les yeux. C'est un ancien château comtal avant, en fait. Et c'est vraiment très, 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 très beau. Mais du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis le drapeau de l'Espagne. Et en fait, l'année dernière, il y avait le drapeau du Canada. Je crois que c'est ça. Donc en fait, ils changent même ici. Vraiment un monument historique. Ouais, c'est hyper haut. Ah. Oh ouais, l'année dernière, on était venus ici et on avait acheté des fouets. En fait, c'est des... Je sais pas si vous connaissez. Mais en fait, c'est des espèces de petits pains qui sont garnis. J'avais goûté chèvre-miel. L'année dernière, il était genre 9h du matin. C'était le meilleur truc que j'ai mangé. Tu te rappelles, c'était trop bon ça. J'avais trop aimé les fouets. C'était trop, trop bon. Oh, il y a des gens qui sont cosplayés. Trop cool. Et oui, et là, on arrive au Nouveau Monde. Et en fait, le Nouveau Monde, c'est un peu l'espace de la BD alternative, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, moi, c'est ce que j'avais fait la première année que j'étais venue, vu qu'on est beaucoup resté dans les bulles, là où il y a les grosses maisons d'édition, etc. J'étais vraiment venue visiter cet endroit-là. En fait, c'est tout ce qui est petits magazines, fanzines, revues de BD, des collectifs édités par les éditeurs de BD, des gens qui n'ont pas encore leur statut d'auteur, tout simplement les passionnés de bande dessinée. Et en fait, en gros, c'est 2450 mètres carrés où il y a tous les acteurs de la bande dessinée indépendante, aussi au-delà de ça, avec des éditeurs, des micro-éditeurs, tout ce qui est médias alternatifs, etc. Et souvent, ça traite de sujets... assez engagé en plus de ça, donc c'est vraiment un endroit sympa. Ouais, c'est ça, c'est tous les indés, exactement. Ouais, vraiment, c'est très chouette. Et donc c'est tout ce qui est maison d'édition indépendante ou auteurs qui sont indépendants, qui s'auto-éditent via des financements, etc. Donc moi je vous conseille, si vous venez au Festival d'Angoulême, jetez aussi un œil à cet endroit-là, parce que vous pouvez découvrir des prochaines pépites de demain ou tout simplement des excellents livres qui ne sont pas forcément propulsés par une grosse maison d'édition. Donc voilà. Et non, on ne va pas y aller aujourd'hui. On ne va pas y aller aujourd'hui parce que justement, déjà parce qu'il n'y a pas de Glénat là-bas, vu que c'est tout à fait des maisons qui sont plutôt d'édition indépendante, alors que Glénat n'en fait pas partie. Mais on se dirige tout doucement vers la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, pour cette exposition 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés de Jakarta. Et il y a le soleil, ça fait trop plaisir. Est-ce qu'on va voir la vue là-bas, vu qu'on est à l'avance? Ok, trop bien. Je crois qu'il y a une jolie vue à droite, non? On n'avait pas regardé ça l'année dernière, il me semble. On commence un petit peu à connaître l'endroit. Je sais que Maï et Marie sont déjà rentrées, donc peut-être leur dire qu'on va... Elles le savent? Ok, super. On va prendre notre temps, justement. C'est trop dommage que ça soit en hiver. Après, honnêtement, il fait doux et bon, là. C'est très agréable. Je n'ai même pas fermé ma doudoune. C'est vraiment très sympathique. Ça va, vous passer un bon moment?
Il y a une jolie vue. Ah, voilà, avec la statue, c'est bien ce qui me semblait. Ah, merci, vous êtes très au courant. Vous êtes très au courant, j'adore. Mais oui, il me semblait bien qu'il y avait un truc sympa à voir là-bas, donc on va y aller. En plus de ça, c'est la première fois qu'on y va. Je me refringue en parallèle. Mais c'est la première fois qu'on y va parce que normalement, on passait directement à la CCI en s'attardant un petit peu sur le passage, mais pas forcément en faisant le détour. Vous allez voir, c'est très charmant. En fait, moi, j'aime bien que la ville, elle soit toute beige. Dans les façades, les volets blancs, etc. En fait, ça se voit. En fait, moi, je trouve que ce qui est ouf à Angoulême, pour avoir habité en Champagne-Ardenne, puis dans les Alpes-Maritimes, donc vraiment dans le nord-est et dans le sud-est ensuite, c'est qu'en fait, Angoulême, je ne retrouve pas ce que je retrouve dans une ville du nord-est, ou tu vois, une ville comme Reims ou un truc comme ça, mais je ne retrouve pas du tout non plus une ville influence du sud. Donc c'est assez unique en fait comme endroit, je trouve que c'est assez charmant. Hein. Un truc à savoir sur Angoulême, c'est l'une des villes de France où il y a le plus de petits studios d'animation travaillant sur des séries télé ou des courts et longs métrages. Oui, c'est quoi, Zig et Charcot, c'est ça? Je crois que c'est ici justement. En effet, ouais, très bon fun fact. En fait, forcément, toute la ville, elle est totalement bercée en fait par cette bande dessinée et plus largement par tout ce qui est animation en général. Et d'ailleurs, il y a même des auteurs qui finissent par déménager ici, parce qu'il y a forcément des contacts, des liens qui se tissent. En fait, un vivier d'auteurs, tout simplement, quoi. Oui, c'est vrai qu'en fait, elle a vraiment le charme de ces villes du centre, quoi. Totalement. Mais moi, comme je connais pas très bien le centre de la France, du coup, je trouve ça un peu... je trouve ça sympa, quoi, à découvrir comme ambiance de ville. Je suis pas du tout habituée à ce genre-là, quoi. Et oui, et en plus de ça, bien sûr, vous avez raison, le loyer est pas très cher, il y a plein de copains de la bande dessinée, ils se retrouvent dans des ateliers pour travailler ensemble. Enfin, c'est un réel écosystème, quoi. Et alors que Tim a failli se viander à ma gauche. Non, si, je le dis, t'inquiète même pas. Hein. Ça fera plus de vues. Te fais pas mal, Tim, quand même, mais... Pourquoi j'humilie les équipes depuis tout à l'heure? Genre, c'est scandaleux ce qui se passe. Vous pouvez protester si vous voulez. Hein. Ah, ils ont tout vu. Tu pensais que t'étais discret, mais t'étais filmé quand tu t'es viandé, en fait. Ça fera un clip. Mais c'est vrai, elle est pavée. Hein. Non, mais croyez pas que je suis tyrannique. Hein. Bon, c'est bon, Hicham, tu arrives ou quoi? Alors là, magnifique panorama sur la ville d'Angoulême. Mais dépêche-toi. C'est horrible le tyran. Je pense que d'ici la fin, ils vont me cancel. My toxic CEO. Alors là, on est à la statue Carnot. Bien sûr, Angoulême est implanté sur un promontoire rocheux, bordé par les vallées de la Charente et de l'Anguienne, petit affluent du fleuve Charente, autrefois animé par l'activité des moulins, des tanneries, des industries papetières et par le maraîchage. Donc c'est plus visible en totalité parce que l'Anguienne, elle a été canalisée depuis, hein, c'est en partie urbanisé, mais ça conserve quand même son caractère naturel et agricole. Regardez cette magnifique colline boisée qui prend place. Donc cette activité agricole encore vivante, hein, bien sûr. Et depuis, le faubourg s'est totalement urbanisé, bien sûr. Il y a aussi le golfe de l'Hirondelle qui a été aménagé en 1955, qui est un espace vallonné à l'orée du bois Saint-Martin, hein, qui est un des poumons verts de la ville. Bien sûr, j'avais révisé tout ça en amont. Je ne suis absolument pas en train de lire la pancarte juste ici qui n'existe pas du tout. Et donc, on est vraiment à la statue Carnot. On va la montrer de face ensuite, mais c'est un très chouette panorama et les gens se posent ici et se relaxent. En fait, moi, j'aime bien le côté... Vous avez vu, j'en sais des choses. Hein. Le côté rempart, en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment cloisonné. En fait, on voit quand même les vestiges de l'époque médiévale, en fait. Donc, la statue Carnot, elle date de 1987. On va se mettre face à elle, justement.
Mais oui, c'est beau. En fait, c'est vraiment charmant. Hein. Bon, alors là, il y a des gros nuages quand même. Mais c'est vraiment charmant comme endroit. Et regardez la statue, on va se mettre devant. Il y a une interro à la fin du live, donc j'espère que vous allez tout noter. Voilà. Je me mets devant, comme ça, vous avez l'échelle. Hihi. Madame, on aura aussi la pancarte pour l'interro. Quelle pancarte ? De quelle pancarte vous parlez ? J'étais juste très au fait de mon sujet, j'avais tout noté. J'avais taffé en fait, vous croyez quoi ? Alors je vous rappelle qu'on va visiter l'exposition de 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés de Jakarta. Donc il y aura les auteurs, normalement les deux sont là, hein, Xavier Dorisson et Timothée Montaigne. Et vous pourrez, quand on sera arrivé, je pense, participer déjà au concours. Ça sera point d'exclamation de Jakarta, mais je pense que faites-le tout à l'heure pour confirmer, pour être sûr. Hein. Ah, ok. Donc en gros, vous pouvez participer au concours une fois que le message est épinglé dans le chat. Donc vous pourrez faire point d'exclamation de Jakarta à ce moment-là. Et je fais mes 10 000 pas. Non mais attendez, mais vraiment, Angoulême, en plus c'est hyper vallonné. Donc il y a beaucoup de montées, etc., etc. Nous, hier, on a 6 929 pas là ? Oui. Moi, je suis à 4,4 km là. C'est incroyable. Et hier, on a fait 3,6 km. Ah, mais le festival d'Angoulême, on y va, on peut bien manger. Oui, c'est vrai. Donc, non, vraiment, ça marche, quoi. Oui, je crois que c'est ça, hein, c'est Xavier Dorisson qui a fait le Château des Animaux, exactement. C'est fou, en vrai. Ça va être trop bien, je suis trop contente. Je suis trop contente de le rencontrer. Je suis contente si vous aimez la BD 1129. Trop bien. On va leur poser plein de questions, justement, pour cette petite visite. Et je pense que je suis désolée, mais ma mule, tu vas devoir porter mon iPad. Tu voulais pas le laisser au stand ? Ça me fait chier que tu aies tout ça à porter. Ah ouais, t'es sûre ? C'est lourd hein, quand même. Oh my God, je culpabilise. Mais ils sont très bien traités, hein, faut pas croire. Bien sûr. La vraie nature révélée. Ah, c'était ton prof de BD à l'école. Oh, trop bien. Mais oui, normalement, il sera là. Hein. C'est mon Sam. Mais en même temps, elle a une sacrée prime aujourd'hui, 1 euro. Hein. Donc là, on retourne vers la CCI, justement, pour visiter cette exposition. Et les expositions, c'est toujours un moment sympa parce que je pense que tu passes quand même un bon moment, même si tu n'as pas lu la BD ou que tu la connais pas et qu'à l'inverse, ça peut vraiment te donner envie de la découvrir. En fait, je pense que les expositions, c'est cool pour tous les profils. Genre, tu as lu la BD, tu es vachement au fait. Bah, tu kiffes voir l'exposition, les coulisses, ce qu'a voulu montrer l'auteur, ce qu'a voulu mettre en avant l'auteur, etc. À l'inverse, tu n'as pas lu la BD, tu passes quand même un super moment parce que bah, c'est un musée, quoi, hein, franchement. Hein. Et après, ça va pas. Ça y est, je sais plus parler. Et ensuite, ça peut tout à fait te donner envie d'acheter et de lire la BD. Regardez, on va y arriver justement. Il y a du monde devant la CCI. On va pouvoir leur demander un petit peu comment ça se passe le festival jusque-là. Et oui, Xavier Dorisson qui a fait les châteaux des animaux. Mais c'est trop, trop bien. C'est trop la classe. Ah, mais il y a plein de gens devant, ils ont privatisé à cause de nous, quoi. Panique à bord. Pourquoi il y a autant de gens qui ne peuvent pas rentrer, mon Dieu ? Oh là là, je vais me faire lancer des cailloux, non ? Ils attendent de rentrer, les gens ? Ah d'accord, c'est pour le tirage au sort. J'ai cru que vous vouliez pas faire rentrer les gens à cause du live. J'étais en mode, oh mon Dieu, oui, grave. Je me sens très attendue, du coup. Bonjour.
Alors bonjour, oui, bien c'est bien évidemment. Bonjour, comment ça va? Salut, ça va, ouais, il y a du monde, l'expo se passe bien. Ah oui, pardon, il faut que tu prennes le micro. Alors, il faut que tu prennes le micro et que tu parles bien avec le micro Bien contre. dedans, comme ça. Ouais, voilà, exactement. Bon. Et comme ça, on t'entendra bien. Du coup, on est ici à la CCI pour 1629, ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta. On avait quelques lives au stand Glénat tout à l'heure. Ouais. Et puis là, c'est vraiment un format un peu plus direct, quoi. Donc, je suis absolument ravie de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se parle. Donc Timothée Montaigne et Xavier Dorisson est pas là, c'est ça? Si, il est là, il est à l'intérieur. Cool. Donc vous êtes tous les deux. Ok, trop bien. Là, ouais. Je suis ravie. Et du coup, c'est quoi cette histoire de tirage au sort? Raconte-nous. Parce qu'il y a des dédicaces qui arrivent juste après le petit tour d'expo là, et donc on va faire un tirage au sort et puis on va y aller. On va enchaîner les dédicaces. Ah, trop bien. Parce que vraiment, quand je suis arrivée, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui empêche les gens de rentrer ou est-ce que c'est une haie d'honneur? Genre, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bien. Trop cool, et on rentre, tu nous fais un petit tour. Ouais. Déjà peut-être comment ça se passe pour l'instant le festival pour toi avant de demander. Moi je suis principalement là pour cette expo, donc je reste vachement sur la CCI, je fais un petit peu tout ici, j'accompagne l'expo. Je reste sur site un petit peu pour. Xavier est là, voilà. Salut Xavier, comment vas-tu? Alors il va vous falloir 2 micros, donc on va vous donner le deuxième tout de suite. Et d'ores et déjà, vous pouvez participer dans le chat pour l'exclamation Jakarta, Jakarta, pour gagner un exemplaire de la bande dessinée. N'hésitez pas, et sur mon live et sur le live de Glénat, pour avoir une chance de gagner la bande dessinée. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour votre exposition. Je suis super contente, j'ai trop hâte que vous me fassiez visiter ça. J'ai demandé un petit peu comment ça se passait le festival, et pour toi, comment ça se passe? Le festival? Oui. Ça se passe super bien. Oui, c'est vrai. Ça se passe super bien. Écoute, tu sais, le festival, c'est un endroit où on rencontre tous les autres auteurs de bande dessinée qui forment une sorte de communauté et qui sont non seulement des gens qui font le même métier, mais qui sont des amis aussi, souvent. Donc, c'est une grande fête pour les auteurs de se retrouver et puis de rencontrer des lecteurs, d'échanger avec eux, de voir les travaux d'autres auteurs. C'est super. Puis là aussi, de voir votre bande dessinée en images, genre en exposition, quoi. C'est très impressionnant, je trouve, non? Oui, voir les cases à cette taille-là, c'est impressionnant. Hein. C'est pas la première fois, vous avez déjà eu d'autres expos comme ça? Moi, je prendrais ça trop peut-être, comme... toi peut-être. Non, moi c'est la première. Un gros truc comme ça, c'est assez fou. Ouais, pour de la BD de genre, c'est pas super courant d'avoir des expos aussi bien à Angoulême. C'est vraiment cool, quoi. Ouais, donc on est... moi, je suis plutôt flatté par ce truc-là. Tu m'étonnes. Justement, on va rentrer ici et vous allez m'expliquer un petit peu 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés de Jakarta. Mais de quoi ça parle? Oui, vous pouvez tout à fait me suivre et la caméra s'adaptera, il n'y a aucun problème. Waouh! Alors, là, on va rentrer en fait, tu vois, dans la cale d'un navire. Ce navire s'appelle le Jakarta. Le Jakarta, il faut réaliser qu'en 1629, c'est un peu l'équivalent de Google aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le top du top de la technologie. C'est vraiment, on fait pas mieux. Et donc, c'est un bateau qui, en général, part des Pays-Bas, qu'on appelle les Provinces Unies à l'époque, et qui, fait le tour de l'Afrique, remonte et va jusqu'à Java. Et avec ça, il doit faire la fortune de ses armateurs. Et en fait, l'histoire, la nôtre, parle de ce navire, donc ce top du top de l'époque. Alors, tout est réuni pour que ça se passe mal, en fait, dans cette histoire. Parce qu'il y a à bord le plus grand trésor qu'on ait jamais embarqué sur ce genre de navire, qui est destiné à corrompre un empereur, si tu veux, de l'autre côté de la mer. Et alors qu'on a mis donc, ce trésor énorme dans la cale, il y a un équipage qui, lui, est confronté de ce qui compte de pire en termes de criminels, de gens dangereux, parce que sinon, personne, bien sûr, ne veut venir à bord de ces navires où les conditions sont difficiles. Et là où vraiment... Alors déjà, ça crée des conditions difficiles. Mais en plus, dans la direction du navire, on va adjoindre au capitaine un homme qui est un apothicaire ruiné. C'est la compagnie hollandaise qui a joint cet homme-là. Et cet apothicaire ruiné est quelqu'un de particulièrement intelligent, particulièrement rusé. Et lui, en fait, son objectif, c'est absolument pas d'arriver à bon port et de faire la richesse de la Compagnie des Indes orientales. C'est de mettre la main sur l'or qui est à bord du navire. Et une femme va être témoin de ça, c'est notre héroïne. Elle s'appelle Lucretia Hans. Elle, c'est une grande aristocrate hollandaise. Elle va rejoindre son pays qui a le charmant métier de vendeur d'esclaves. Et elle ne connaît pas du tout cet univers des voyages de l'époque qui est extrêmement difficile. Et il va y avoir donc une tentative de mutinerie. Et la première partie de l'expo que tu vois là, retrace en fait le voyage, les conditions à bord qui sont terribles,
et la préparation de cette mutinerie. Ah, ok, on va justement voir ça ensemble. C'est vraiment la cale d'un bateau en fait. Mais vous l'avez conçu comment cette exposition du coup Vas-y, dis-nous tout. À quel niveau? Tu veux dire au niveau scéno, machin? Mais ouais, vous y avez pensé comment d'un point de vue scénographie En fait, tu sais, il y a... Bon, d'abord, tu es dépendant d'un lieu, hein, donc il y a une structure du lieu, machin et tout. Et puis après, le bouquin est vraiment... le bouquin est vraiment... Enfin, il y a 2 bouquins et c'est vraiment partitionné. Oui, c'est en 2 tomes, exactement. C'est la partie marine. Le tome 2, c'est plus la partie survie sur une île, tu vois. Et on spoil que dalle, hein, c'est dans le titre, ça va. Et du coup, en fait, on s'est dit, on va faire 2 salles, 2 ambiances. Donc, il y a une partie, on a représenté un petit peu le ton d'une cale, quoi. Donc, tu vois, ça reprend un peu les espèces de cailleboutiques que tu as dans les bateaux. Voilà, donc ici, ça va être le tome 1 principalement. Ouais. Et puis, tu vas découvrir après le tome 2. l'autre ambiance pour le tome 2, quoi. Donc, on est allé... Alors, c'était assez marrant parce que tu conceptualises un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire comme ambiance, comme truc et tout. Et puis après, ce qui est marrant, c'est d'aller chiner les objets, quoi. Donc, il y a plein de... Tu vois, tous ces tonneaux, le bois, le machin. En fait, on est allé prendre ça à la ressourcerie du cinéma à Montreuil. Tu vois, donc c'est les décors de Cinoche qui vont être mis en location. Donc vous avez récupéré du décor de cinéma. N'hésite pas à parler avec le micro. Tu peux le mettre sur le menton, comme ça, tu n'as vraiment pas de... Okay. Voilà, c'est ça. Pourquoi j'étais trop loin, trop Oui, un petit peu, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Okay. Tu le tiens bien comme ça et on t'entendra très très bien. Donc ok, donc vous avez récupéré du décor en demandant à des ressourceries du cinéma. Ouais. C'est vraiment un effet hyper réaliste. Du coup, tous ces tonneaux, ces sacs de jute, cette paille... Il y a des faux cailloux, des trucs. Alors, Alors évidemment, si tu voulais être un peu réaliste, il faudrait l'odeur. Hein, mais J'allais y venir. Faut réaliser que, en quelques chiffres, un navire comme le Jakarta, pour que les gens se rendent compte, c'est à peu près 400, un peu moins de 400 personnes à bord. Il y a 2 toilettes pour les 20 officiers et invités de marque, comme Lucretia, puis il y en a 2 pour les autres. Ouais. D'accord. Donc, bien sûr, tous ces gens-là n'ont absolument pas d'eau pour se laver. Ils ont un voyage de au moins 6 mois. Donc, en gros, ce genre de navire, on le sentait 1 heure avant de le voir. Voilà, ça c'est rien parce que tu imagines que ces gens partent en Hollande, de la Hollande, enfin des Provinces Unies en hiver, il fait froid, ils ont des manteaux de laine et tout. Des conditions qui sont terribles. Ils vont arriver au nord de l'Afrique, il fait 45 degrés, il fait tellement chaud que le goudron fond. Et ils ont toujours leurs vêtements de laine. Donc on épargne les maladies, les problèmes de santé. Les conditions de vie sont absolument abominable. Ouais, les épidémies qui pouvaient se lancer. Et donc, là, par exemple, on a présenté quelques planches, notamment une ici, qui commence à montrer les conditions de vie à bord. Alors, la violence qui est également à bord, parce qu'évidemment, quiconque, par exemple, a un sourire de trop, un rire de trop vis-à-vis d'un des membres officiers ou des invités, se retrouve avec 25 coups de fouet. C'est tellement dur en fait qu'il faut une violence permanente pour maintenir ce groupe d'assassins, de gens déjantés qui constituent l'équipage, ces gens en fait qui n'ont plus rien à perdre. Il faut cette violence pour éviter que tout parte en vrille. Et évidemment, plus on est violent, plus on va faire que ça va partir en vrille. Ouais, ça, mais bien sûr, évidemment. Et en fait, cette BD, elle s'inspire de l'histoire du Batavia aussi. Alors en fait, le mot Batavia correspond en flamand à Jakarta en français. Okay. Et donc, l'histoire des naufragés du Jakarta est en réalité l'histoire des naufragés du Batavia, et on a simplement traduit le nom en se disant que d'abord ça sonnait mieux, et puis que ça éviterait de confondre le navire et une salade, ce qui est quand même plus sympa. J'allais te le dire, quand tu as commencé à dire Batavia, c'est une salade. C'est ça. Une salade initialement. Et du coup, votre rencontre à tous les deux, hein, Timothée et Xavier, comment ça s'est fait? Comment est né ce projet? Est-ce que vous pouvez nous le raconter, Timothée? Alors, comment est né ce projet? Bon, d'abord, au niveau de la relation humaine, on va dire, on avait déjà travaillé un petit peu ensemble sur le Troisième Testament à l'époque, quoi. Donc on se connaissait déjà depuis un moment. Et puis on voulait continuer à bosser ensemble, quoi. Donc au niveau de la relation, c'est ça, quoi. Et puis après, il est venu avec plusieurs projets. Alors, tu as une histoire pour ça, hein. Comment t'as trouvé un petit peu ton sujet, donc tu peux y aller. Ok, il y a une histoire derrière. C'est pas vraiment mon histoire, c'est juste que j'étais en vacances à Cuba. Et lors d'une nuit qui est vraiment une nuit presque d'aventure, c'est-à-dire qu'il y avait une tempête et j'étais dans une petite maison en bord de mer, et le soir, sous l'auvent où il n'y a quasiment plus de lumière parce que de toute façon là-bas la tempête coupe la lumière, je retrouve un tas de livres qui sont des livres laissés par les touristes. Donc il y a des livres en allemand, en espagnol, en hollandais, et je tombe sur un petit livre en français écrit par un monsieur qui s'appelle Simon Leys et qui est un historien et qui racontait en une 60aine de pages de mémoire, ou moins de 100 en tout cas, l'histoire du Batavia. Et j'ai découvert ça, et alors que grondait le tonnerre et que je voyais la mer devant moi, je lis cette histoire et
Et en fait, j'ai eu comme une sorte de coup de foudre narratif. C'est un peu un signe, non? Enfin, les conditions étaient un petit peu réunies pour que ça t'inspire. Exactement. Et après, j'ai cherché un dessinateur qui, à la fois, puisse avoir énormément d'ampleur, énormément de souffle dans ses planches, mais qui, en même temps, puisse rendre le réalisme à la fois de la violence, des détails historiques, et puis, bien sûr, l'acting des personnages, qui est un point clé en BD. Et j'ai trouvé que voilà, que Tim était vraiment celui qui pouvait le mieux résoudre cette équation impossible. T'en penses quoi, toi, de cette équation impossible? Cette équation impossible, c'est lui qui verbalise ça. Hein. Lui, il voit ça chez moi, donc c'est très bien. Moi, c'est le prolongement naturel de mon taf, donc apparemment, je suis capable de faire ça. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, là, on a... Mais tu sais, je suis pas très objectif sur mon taf. Tu développes un savoir-faire sur des années. Il y a un style qui naît. Tu sais, le but d'un dessinateur, c'est de réduire la distance entre, comment dire, son intime, quoi, tu vois, et ce qui sort sur la page. Quoi. Il y a une vraie individualité qui doit naître du travail d'un dessinateur, je pense. Donc, Xav, il sent ça chez moi, et du coup, c'était plutôt approprié, quoi. Et quand il est venu me proposer ça, au départ, honnêtement, moi, l'univers, j'y connaissais que dalle, la mer, l'océan, plus des Hollandais du 17e. J'ai vu même dans une interview que tu as dit que tu t'y connaissais rien en bateau, en marine, en navire et compagnie, et je me suis dit... dis donc, sacré projet pour quelqu'un qui connaît que dalle quand même. Écoute, notre boulot, c'est aussi d'essayer de saisir un ton, quoi. Tu vois, on essaie de piger. Mais à chaque fois que tu fais une BD inspirée de faits réels et tout, tu dois pas faire d'anachronisme. Tu essaies de comprendre dans quel univers tu vas évoluer, quoi. Donc tu te documentes énormément. Et puis après, c'est saisir un ton, quoi. Tu vois, ça veut dire que même si j'y connais que dalle, tu vis les événements, tu sais, tu te mets vraiment dedans, quoi. Tu te plonges dans les univers, et du coup, tu essaies de sentir les embruns, le bruit, tout ce truc-là, quoi. Tu essaies vraiment de t'imprégner de ce ton, quoi. Comment tu as fait, justement, pour t'en imprégner? Il y a eu un travail de recherche, tu as dû, j'imagine, te documenter un petit peu? Ouais, bref, tu mates des films. J'ai le souvenir quand je vais à la plage, des fois. Tu vois. Et puis après, tu sais, c'est essayer de... Il y a aussi beaucoup de violence psychologique dans ce truc-là. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent et que je peux comprendre. Tu vois. Il y a la violence physique, la violence psychologique. C'est des sujets qui me parlent, moi. Et puis en plus, on a eu l'occasion de visiter le navire. Mais ça, c'est incroyable. Il faut que vous nous racontiez cette histoire. Peut-être qu'on peut se mettre devant ces planches. J'aimerais bien qu'on parle de celle-ci parce qu'elle est trop chouette quand même, Timothée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Elle est vraiment belle. Je pense qu'elle va plaire aux gens sur le live en plus. Ouais, tu parlais de bruit, justement. Ouais. En fait, je dirais que c'est l'avantage de cette BD-là. Je sais pas quels sont ce que lisent les spectateurs là, mais la BD franco-belge, c'est souvent axé sur l'intrigue et tout. C'est un format particulier avec un nombre de pages, machin et tout. Là, on avait vraiment beaucoup de liberté sur la pagination, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait, quoi. Donc, quand j'avais besoin de faire des effets un petit peu waouh et tout, je pouvais m'autoriser des pages en plus pour le faire, quoi. Et puis, pour les lecteurs habitués au franco-belge, on a été, mine de rien, alors ça reste une BD entre guillemets classique franco-belge, quoi, mais c'est assez audacieux, quoi, au niveau de la narration, quoi. On s'autorise vraiment des effets très particuliers, quoi. Et comment ça se passait, vos relations entre vous deux, du coup, parce que tu dis que tu avais la liberté de rajouter des planches, etc. Ouais. Comment ça s'articulait entre le scénario et le dessin, entre vous deux? En fait, je vais essayer de... Bon, je caricature un peu le truc, mais en gros, le scénariste, c'est un petit peu comme en cinoche, quoi. C'est-à-dire qu'il va faire un script où il a une volonté de communiquer des intentions, des émotions, et donc il va me les donner à moi. Et moi, c'est un peu le travail de réalisateur, quoi. Je vais essayer de mettre en scène ça avec mes armes, qui va être la mise en page, le cadre, pour essayer de communiquer ça chez le spectateur primaire, quoi. Et puis après, Après, on fait un ping-pong, quoi. Tu vois, on soumet notre travail à l'autre, on rebondit, on améliore. C'est un petit peu comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Oui, en fait, on travaille. En fait, il y a un point charnière qui est celui du storyboard qu'on regarde à deux, parce qu'on veut être sûr que à la fois il y a des intentions graphiques qui passent, mais que les émotions passent. Et puis on essaie de trouver des solutions. Par exemple, dans la planche qui a été montrée tout à l'heure, où on voit cet énorme son, et puis ensuite tout le monde être renversé. On avait une problématique toute simple. Vous avez un navire qui vient frapper un caillou qu'on ne voit pas. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Le navire
comme ils ont voulu s'éloigner des autres navires pour pouvoir mettre en place la mutinerie, ils se sont rapprochés de la Terra Australia, qui est donc l'Australie, dont on n'avait pas de carte. Et donc ils ont pris un rocher. Comment vous allez montrer ça en fait? Le rocher sous l'eau, comment on va rendre ça expressif? Et ensemble, on discute mise en scène et on se dit mais en fait, le choc se voit par sa manifestation. Et la manifestation, eh bien en fait, c'est qu'à l'intérieur, tout est renversé. Et donc on ne monte pas le choc, curieusement, on monte voilà, ses conséquences. Et puis ensuite, au lieu de faire des cases droites, par exemple, tout en bas dans cette planche, qui seraient toutes des verticales, on se dit mais non, puisque tout est renversé, à ce moment-là, renversons les cases aussi. Renversons les cases aussi, c'est-à-dire que tout, on va sortir. En plus, on va essayer de faire une page qu'on appelle à fond perdu, notamment pour le son, pour montrer que ça nous envahit. Et puis ensuite, on va pas être droit pour qu'on fasse ressentir ça. Et puis tant qu'on y est, allez, allons-y franco. Une croix est tombée, elle s'est cassée, et ça veut dire que maintenant, définitivement, le navire est en enfer. Waouh. Ah voilà, j'adore. Moi, quand j'adore ce genre d'analyse de planche, incroyable. Continuons notre visite. Oh, un petit foyer. Petit coin cuisine. Ouais, qui représente le vrai coin. Il y avait un vrai coin cuisine sur les navires comme ça, qui était dans le premier sous-pont, enfin le premier entrepont. Et c'était un des seuls endroits, c'était le seul endroit où on avait le droit de faire du feu. Le seul unique, bien sûr. Oui, parce que ça peut vite tourner. Et voilà. Et donc ils amenaient des briques et tout. Et donc là, ça a été recréé grâce aux gens de la CCI. Notamment, ils sont allés chercher des briques à Angoulême pour recréer ce petit décor. Sérieux? Si. C'est trop drôle. Voilà, on a une Céline de la CCI, c'est elle qui est allée chercher les briques pour refaire ça. Voilà, tout le monde s'y met. Et puis en fait, je sais pas si vous entendez, mais il y a des bruits de vagues, etc. Il y a vraiment une grosse immersion, quoi. C'est fou. Pour s'immerger en fait dans une expo comme celle-là, on considère qu'effectivement l'ambiance sonore est vraiment importante. Et donc on est allé chercher des vagues, du vent, pour qu'en se promenant, les gens se sentent un peu plus dans l'atmosphère. Ah ouais, vraiment. Ah, et là, est-ce qu'on arrive dans cette fameuse deuxième partie dont vous me parliez ? Oui, alors ça correspond à la deuxième partie de l'histoire, puisque comme c'est inscrit dans le titre, il va y avoir un naufrage. Et en fait, ce naufrage va amener l'équipage du Batavia ou du Jakarta va se retrouver sur une toute petite île, ou plutôt une série d'îlots qui s'appelle les îlots Abrolhos, au large de l'Australie. Et alors que certains sont partis chercher du secours, et c'est là où va se nouer la deuxième partie du drame, les 230 survivants, pour qui tout pourrait bien se passer, ils ont eu le temps de décharger des vivres, ils ont eu le temps de décharger l'or, se retrouvent sous la direction d'un homme qui est là pour les sauver. Or, celui qui est là pour les sauver et pour les diriger n'est autre que Hieronymus Cornelius, l'apothicaire qui en fait a voulu mettre en place cette mutinerie. Et lui, il a une idée géniale, il se dit en fait, les secours vont venir, et quand les secours arriveront, si on n'est pas trop nombreux et en bonne santé, on pourra prendre le navire de secours, récupérer l'or et vivre notre vie. Petit souci, il y a 200 survivants de trop. Ah, et donc, c'est un gros souci même. C'est un gros souci. Et donc, Hieronymus Cornelius et les quelques hommes qui avaient voulu mettre en place la mutinerie vont tout simplement organiser étape par étape le massacre d'hommes bien plus nombreux qu'eux. Et c'est ça où ça devient intéressant, c'est qu'on voit comment une dizaine d'hommes ont pu prendre le pouvoir sur un groupe beaucoup plus important de 200 survivants. Oui, ces fameux rapports de pouvoir, cette violence aussi dont vous parliez au début justement. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette vitrine? Vous avez des notes, des inspirations, racontez-nous tout. Alors ça, c'est des documents que j'ai donnés à l'exposition. On y voit bien sûr des dessins et des recherches de Timothée, des recherches de personnages, de visages, d'ancrage. Et puis quelques livres parmi d'autres qui m'ont servi de documentation. Alors là, ils ont pris un de mes cahiers. Comme beaucoup de scénaristes, je travaille avec des post-it. Non, mais ça, c'est ton cahier, mais c'est vraiment ton cahier. Ah oui, mais tu as vu comme c'est... Mais c'est propre quand même, comme alors, prise de notes, je trouve. Beaucoup. C'est relativement propre, mais il y a beaucoup de post-it de partout. Et en fait, là, par exemple, ils ont ouvert, parce que c'est pas moi qui ai choisi, ils ont ouvert une page de création de personnages. Et j'essayais, là, visiblement, parce que je m'en souviens plus, c'est il y a 5 ou 6 ans, j'essayais de travailler sur le rapport entre le thème et le défaut fatal de mon personnage. Bon, c'est très technique, c'est des approches d'écriture de scénaristes, et donc on essaye de voir que tout fonctionne, tout se met en place. Et on travaille comme ça, avec des post-it qui nous permettent de déplacer nos idées, les cumuler, les jeter. Et justement, Timothée Montaigne, on voit aussi ton storyboard derrière. Ouais. Bon, alors, j'ai mis ça en toile de fond. Hein, donc, c'est vraiment les étapes de mise en scène. Là, on voit d'autres trucs, tu verras peut-être un petit peu mieux. Là, il y a justement sur l'autre vitrine, il y a le fameux storyboard de la planche de tout à l'heure. Ah ouais, mais c'est incroyable, trop bien. On a trop bien choisi, voilà. Du coup. On l'a pile poil, c'est super. Donc voilà, ça, c'est vraiment le travail de mise en scène qui est fait et que je fournis à Xavier, quoi. Voilà. Ok, et donc tu lui envoies ça. À partir du script, je lui envoie ça, ouais.
Alors, on va faire une petite parenthèse quand même, parce qu'on a fait faire quand même une magnifique maquette de musée. Ça a quand même de la gueule. Attends, vous l'avez fait faire là? Ouais, on l'a fait faire par des C'est mecs vrai pour l'expo. Ouais. Ouais, ça a été commandé par les éditions Glénat à une société de maquettes de moi à Madagascar qui a fait ça pièce par pièce. À Et c'est la Madagascar? réplique exacte. C'est la réplique exacte? Ouais, Ouah, mais du c'est Batavia super. de l'époque. Ouais. Et est-ce que du coup, toi, tu as travaillé par exemple en dessinant les bateaux avec des maquettes, avec des modèles Alors, Ouais. Ouais, donc ce qui est super, c'est que déjà, comme il y a une réplique à l'échelle 1, pas loin d'Amsterdam qui existe, c'est super, tu vois, pour comprendre les volumes. Tu peux te projeter sur la promiscuité, tu vois. Et puis, du coup, on a mitraillé, quoi. Tu sais, on a pris vraiment plein de photos pour Tu avoir la doc m'étonnes. nécessaire. Oui, parce que vous l'avez visité, bien Bah sûr, ouais, vous l'avez dit clairement. tout à l'heure. Mais alors après, par contre, quand je suis chez moi, tu vois, ça reste des impressions, des souvenirs, des trucs. Et c'est une structure qui est assez complexe à piger, tu vois, en termes de volume. Donc, je m'étais fabriqué une petite maquette, tu sais, une maquette Révèle en plastoche, là. Et j'avais fabriqué une maquette du Batavia, justement, pour pouvoir bien comprendre les angles, tu vois. T'as fabriqué une maquette et tout? Oui, Il y a mais de c'est une maquette l'implication en quand même. plastoche, pas très compliqué. Ok, J'avais ok, commencé à en bon, faire ça une va. comme ça, mais ça, c'est un travail de titan. J'ai fait la coque, j'ai dit, bon, allez, j'aurai jamais le temps, il me C'est faudrait vrai 50 de plus. Ouais, Ah vraiment. ouais. Ah non, mais on joue le jeu, Ah on ouais, essaie de vraiment, faire les trucs à fond. Ouais. Vous vous mettez à fond dedans. De toute façon, pour faire vivre le récit et pour le faire vivre aussi en Ouais. images, il y a une immersion qui est folle. Hein. Puis si tu donnes 4-5 ans, ouais, 4 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Waouh. Un an et demi d'écriture, donc oui, c'est des projets qui nécessitent énormément de temps et où il faut travailler tout, c'est-à-dire vous le voyez, ça va de la couverture jusqu'à la narration. On a refait des pages plusieurs fois, on les a redécoupées, on les a refaites. Ouais, c'est un travail de détail et de longue haleine. Justement, tu me lances une perche incroyable puisque ma question suivante, c'était la couverture, c'est presque une œuvre d'art à part entière. Comment vous l'avez réfléchi? Comment vous l'avez pensé? Ça se voit qu'il y a un travail de fou derrière. Elle est magnifique. Puis les deux, parce que là, c'est celle du tome 1, mais les deux sont sublimes. C'est la même version, mais un peu plus rouge, très belle. Alors, Eh j'essaie ben, de me répondre. Ouais. sûr. Bah, en fait, le truc, c'est d'essayer de. Tu sais, quand on pense ce bouquin, on veut proposer une expérience intégrale de lecture. Ça veut dire que on souhaite que l'objet, le bouquin, la couve, te mettent déjà dans un ton. Et quand on essaie de penser cette couve, moi tout de suite je me dis putain, quel bouquin, quel genre de couverture m'invite déjà à l'aventure. Et je me souviens de ces vieux bouquins de Jules Verne, tu sais, les éditions Hetzel. Je sais pas si vous voyez ça, souvent Oui, c'est rouge avec des exactement. dorures, machin Oui, et tout. oui, mais ça m'a Et- directement fait penser à ça. C'est voilà, très marrant bah, et tu ça vois. se voit cette inspiration. Et ben voilà. Oui. Et du coup, tu sais, t'as pas besoin de lire le bouquin pour déjà voyager. Et on a vraiment essayé de reproduire un petit peu avec les procédés de fabrication modernes ce type de couverture, en tout cas. Voilà, donc on a vraiment cette dorure soigné le aussi. truc. Trop beau. Et puis ce qui est assez marrant, c'est que moi je bosse absolument pas en numérique. Donc là, on voit un bout du crayonné. Ensuite, j'assemble ça, tu sais, et puis je refais une planche. En gros, ça c'est un dessin. Même le titre est dessiné et tout ça, quoi. Regardez à gauche, justement, le crayonné Ça, c'est les différentes étapes. de Ouais. la fameuse couverture. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. C'est un travail d'orfèvre, vraiment. Eh ben merci. Putain, Xavier Dorisson, du coup, tu es agréablement. Enfin, tu es. Ah bah moi, c'est je très suis- bien. je suis- C'est ce que tu voulais. Mais en fait, c'est un des grands plaisirs des scénaristes, c'est de voir leurs idées, leurs rêves Prendre vie. prendre vie et devenir réels. En mieux, je précise. C'est-à-dire que ce qui est ça qui est génial, c'est qu'on a un rêve qu'on va dire qu'on imagine à une intensité de 100 et il y a quelqu'un qui la transforme à une intensité de 120, 130, 150 Ouais. et c'est tout le bonheur des choses. J'imagine qu'il y avait des bonnes surprises, même parfois des libertés qu'il prenait par rapport à ce que tu avais vu, et tu te dis waouh, c'est encore mieux que ce que je pensais. Ah bah, notamment déjà par exemple quand il fait le casting. Ouais. Tout d'un coup, il a pensé à des castings de personnages, à comment il les dessine. Il y a ensuite des atmosphères qui ont été rendues par. On a une coloriste extraordinaire qui a travaillé sur cet album et elle a créé des lumières, des ambiances auxquelles j'ai jamais pensé, des lumières très réalistes, notamment des couchers de soleil qui sont somptueux. Et Oui, parce que évidemment, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais là, on a vraiment des planches en noir et blanc, Oui. mais il y a bien un Elles sont travail colorées de ensuite. couleur, voilà, ensuite. ouais, en informatique, absolument. Et oui, et puis bon, voilà, c'est toujours le cas pour un album, mais ça reste une aventure collective. Et quand on voit que cette aventure collective, avec l'éditeur, avec les libraires qui derrière font connaître ça à notre public, avec qui on échange beaucoup, et quand on voit que cette aventure collective, elle arrive à toucher du monde, bah voilà, tu sais
as passé quelques années de ta vie, mais pas pour rien. Et ouais, forcément, ça fait plaisir. Bon, Clara Tessier, qui est à la colo, bien Absolument. sûr, on l'embrasse. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours faire !de Jakarta dans le chat pour gagner un exemplaire de la bande dessinée. Donc, n'hésitez pas. Trop chouette cette exposition. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir dont vous vouliez parler Peut-être quelque chose que vous aviez particulièrement envie de mettre en avant? Ah bah là déjà, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Si certains veulent boire un verre après l'expo, il y a une des bouteilles du Jakarta éventuellement. C'est vrai, c'est une des bouteilles du Jakarta. C'est vrai, c'est une des bouteilles du Jakarta qu'on a trouvé, qui est vendue à l'exposition. Et on a même un clou du Jakarta. Voilà, on en a trouvé un. Ah oui, le clou, mais qui est justement... refait à l'identique. C'est pas un duel, c'est refait à l'identique. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Amsterdam, aux côtés d'Amsterdam, à Lelystad, ils ont refait à l'identique, avec les méthodes identiques, le navire, tous ces équipements. Et si certains des personnes qui nous suivent sont à Amsterdam, eh bien à 40 minutes, ils pourront visiter le vrai Batavia. Ah, trop chouette. Et ben voilà. Voilà, Je suis sûre que ça sera le à cas. Lelystad. Parce que franchement, Twitch, ça ratisse large. Il n'y a pas que des Français. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont très impressionnés de votre travail et qui apprécient beaucoup, qui trouvent ça magnifique et qui adorent l'échange. Donc, merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux et nombreuses sur le chat. Et maintenant que vous avez ces 2 tomes qui sont sortis, c'est quoi vos projets pour la suite, que ça soit ensemble ou pas? Timothée Montaigne, par exemple. Oh, bah, en fait, c'est pas compliqué. Hein. On est bien à 2 là, donc on a déjà un bois. Tu sais, quand Bien, tu trouves, quand t'as on est potes. Et dans le boulot, on fonctionne très bien, quoi. Tu vois, on a vraiment trouvé les bons réglages, les bonnes méthodes. Et c'est compliqué. Hein, c'est des projets vraiment de longue haleine et tout. Il faut trouver les gars avec qui ça match. Donc là, ça a marché super sur 1629. On enchaîne pour la suite sur un autre projet. Ouais, on a un autre projet. Si c'est quelque chose ou pas encore? Bon, allez. On prépare un projet qui s'appelle Trägermensch. C'est un mot allemand. Et ce mot allemand désigne des soldats allemands du feu, qui étaient des mineurs. Et ces mineurs allaient sauver les mineurs qui étaient pris lorsqu'il y avait un coup de grisou ou une explosion dans une mine. Et en s'inspirant d'une histoire vraie, à nouveau, on va raconter l'histoire d'un Trägermensch, un des seuls Trägermensch survivants de la Première Guerre mondiale, à qui l'on demande, juste après la guerre, alors que les Français maintenant ont colonisé, on peut le dire comme ça, la Ruhr, eh bien, on vient lui demander de revenir en France parce qu'il y a eu en France un accident minier hyper grave et on va lui demander d'aller sauver des Français. Voilà. Et donc, on va descendre dans une mine de charbon dans laquelle vient d'avoir un coup de grisou terrible. Et cet Allemand qui a dû combattre des Français, qui a dû combattre des Français pendant la Première Guerre mondiale, on va lui demander aujourd'hui de sauver ses ennemis d'hier. Ok, le teasing est fait. Très bien. Et je vous souhaite beaucoup de... je sais pas, en fait, je vous souhaite beaucoup de chance et puis bien sûr de succès pour ces projets à venir. Je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir à descendre dans la mine. Ouais, exactement. En plus, là, il y a des gens dans le chat qui disent le sujet mon grand-père était mineur, je suis très sensible à ce sujet, donc ils sont très hype, etc., et qui ont envie de les lire, évidemment. Les gens se souviendront, alors ceux qui ont des parents mineurs, d'un accident qui a lieu en France en 1906, des mines de Courrières, qui est le plus gros accident minier qui a eu lieu en Europe. Et à cette époque, en 1906, une équipe de Trägermensch est réellement venue en France sauver les mineurs français, mais c'était avant la guerre. Et là, justement, pour ce sujet-là, vous en êtes à quelle étape pour l'instant ? C'est écrit. Ok, c'est écrit, très bien. C'est au boulot, hein. Arbeit jetzt. Bon, on s'en rentrant, là. C'est bon. Oui, j'avoue, une autre immersion, cette fois-ci dans les mines. On a hâte de vous avoir une prochaine fois pour que vous nous expliquiez. Oui, on a visité les mines, on en a visité, bien sûr. Mais j'ai trop hâte, mais c'est trop bien. On recréera une mine ici la prochaine fois. Quelle aventure. En plus de ça, ce binôme, vous vous êtes trouvés et tout, je trouve ça super. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter cette exposition. Merci beaucoup d'être venu. Beaucoup de succès pour cette dernière. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont venir la visiter. Donc si vous êtes à Angoulême en ce moment, n'hésitez pas à venir la voir. Est-ce qu'à la fin du festival, c'est terminé ou est-ce qu'elle continue un petit peu ensuite, l'expo ? Non, je crois que c'est éphémère. C'est sur le festival. Ok, d'accord. Donc c'est sur le festival. N'hésitez pas à venir. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, Timothée Montaigne et Xavier Dorisson. J'ai été ravie d'échanger avec vous. Merci beaucoup. On va pouvoir sortir. Regardez-moi ça encore. On va passer. Hop, bim. Waouh. Et justement, ne partez pas puisque
Alors, juste ici, vous pouvez vous procurer les exemplaires de la bande dessinée 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés de Jakarta. Et justement, on va se déplacer vers un autre endroit, une autre exposition qu'on va pouvoir visiter ensemble et pas des moindres puisque c'est l'exposition de Julien Nil avec Lou, bien sûr, qui est à la Cité de la BD. Donc, alors, je ne sais pas si on va le faire ici. Peut-être qu'on pourrait se mettre dehors pour faire la petite pause. Parce qu'il va y avoir une très légère pause. Donc là, il est 15 h. Il va y avoir une petite pause de 30 minutes, mais on ne coupe pas le live. On va reprendre le live directement devant la Cité de la bande dessinée. Donc du coup, on va se laisser là-dessus. Vous allez avoir des petites bandes annonces, etc. aussi, des prises de vue. Vous pouvez rester tout à fait sur le live. Et ça reprend à 15 h 30 pour visiter pendant 1 heure l'exposition Lou, cher journal, avec Julien Nil, mais aussi Carole Nil. Carole Nil qui aide beaucoup, qui travaille aussi beaucoup, bien sûr, sur Lou. Et on va voir toutes les coulisses de Lou depuis 20 ans maintenant. Voilà, ça va être trop bien, notamment les décors de films, etc. Donc, stay tuned et à tout à l'heure. Salut!